Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Oscillostory. Ce 18e épisode qui va être consacré au MSO. Alors c'est quoi MSO? C'est l'acronyme de Mixed Signal Oscilloscope. Et pourquoi Mixed? En fait, c'est des oscilloscopes qui vont être capables, comme on va le voir, d'afficher plusieurs types de signaux. Un oscilloscope, on va dire de base, hein, comme je l'ai déjà montré, va mesurer l'évolution de la tension d'un signal en fonction du temps. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps les analyseurs logiques, hein, qui eux vont toujours en fonction du temps montrer plutôt des évolutions logiques d'un grand nombre d'entrées. Il y a aussi les analyseurs de spectre, hein, qui eux montrent en fonction de la fréquence l'évolution d'un signal. Et l'idée ici, bah, c'est d'essayer de tout mélanger en même temps pour pouvoir tout voir en même temps. Comme je vous l'ai montré sur ma vidéo sur les analyseurs logiques, il y a très peu de différence finalement entre un analyseur logique et un oscilloscope. C'est simplement que dans un cas, on va digitaliser le signal et le remontrer sous sa forme, on va dire, analogique. Alors dans l'autre sens, il est déjà digital et on va le montrer sous sa forme binaire. Et donc l'idée rapidement, bah, ça a été de mélanger les deux. Et dans certains cas aussi, hein, cette électronique, ce qui fait ça en particulier, on va avoir des MSO qui vont aussi intégrer un véritable analyseur de spectre, qui permettra de voir en même temps hein, ce qu'on appelle le signal dans le time domain et dans le frequency domain, sachant que, alors ça le fait déjà ici, comme je vous l'ai montré avec les FFT, mais enfin, les FFT, on va dire, sont quand même moins précises et moins bonnes qu'un véritable analyseur de spectre. Donc de plus en plus d'oscilloscopes digitaux offrent cette possibilité-là, qui est très souvent en option qui va comprendre la sonde, les sondes logiques et éventuellement le déverrouillage des softs adéquats. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette possibilité-là sur le Keysight ici, et on va regarder un petit peu comment ça se présente et ce que ça permet de faire. Alors, comment ça se présente? Donc très souvent, donc en plus d'un oscilloscope, on va dire classique sur lequel il y a une, deux, trois, quatre entrées, ici, voilà, on va avoir une prise spéciale hein, qu'on voit ici, voilà, qui va permettre donc de brancher un certain nombre de sondes logiques. Ici, là je vous montre ça sur mon Keysight. Je vous avais déjà montré pour info ça sur le Rigol, hein, et là pareil, on voit ici la même entrée. Alors le Rigol en a plus, hein, lui il autorise jusqu'à 16 voix. Le Keysight ici, lui n'en autorise que 8, hein, bon, enfin, ça dépend ce qu'on fait, mais généralement quand même bien suffisant. Et donc ici, on voit ces câbles. Alors attention, c'est pas n'importe quel câble, hein, c'est très probablement des câbles blindés, hein, de façon à vraiment garder la qualité des signaux qui sont à haute vitesse. Donc là, en même temps, là c'est assez long. Hein, ça permet d'avoir un montage qui est relativement loin ici du scope. Et ici, donc, on va avoir les embouts des sondes. Ici, donc, on va regarder ça plus en détail. Donc si on regarde ici l'embout de chaque sonde, hein, ici on voit que ils ont fait des sondes comme ça qui sont un pas telles qu'on peut les regrouper ici sur des connecteurs ou les utiliser de façon séparée. Et là ils ont fait quelque chose d'assez malin ma foi, hein, c'est qu'on voit qu'il y a ici le bout actif et ici la masse. Ce qui prouve bien déjà, à mon avis, que c'est un câble blindé. Et c'est là déjà qu'on voit la différence de qualité entre des sondes logiques, des petits analyseurs à 10 € là, où c'est des simples fils, alors qu'ici on voit que c'est quand même un câble blindé. Alors c'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est que on va avoir non pas une restitution du signal, parce que là c'est de la logique, mais on va avoir des temps qui vont être vraiment respectés et ça va pouvoir grimper quand même assez haut en fréquence. Alors une fois qu'on a ce truc là, donc alors, les masses, si on a une connexion de masse externe, on peut les brancher ou en brancher qu'une. Donc ici, on peut facilement brancher ici une masse. Voilà, on va dire, on peut mettre là-dedans n'importe quelle petite pinoche classique pour venir ici récupérer une masse. Ensuite, sinon, on peut venir se brancher. Alors directement, pourquoi pas sur ce genre d'adaptateur là. Hein, c'est ces pinces hein, que je vous ai déjà montré qui vont permettre de venir se prendre sur les circuits. Donc là, on peut directement venir se brancher comme ça. On peut venir se brancher ici, par exemple sur les mêmes genres de pinces, mais ici on voit pour des CMS. Hein, ici, ou sinon après, quand on va aller venir chercher directement les circuits, et ben on peut venir, voilà,
ici grâce à ces espèces de petits clips, venir se brancher, aller directement choper la pinoche ou l'endroit où on veut. C'est aussi une bonne idée, hein, quelque chose que je fais très souvent, quand on fait des montages, de prévoir justement des petites pinoches comme ça, aux endroits un peu stratégiques pour pouvoir après contrôler. Donc voilà, grâce à ça, on va pouvoir se brancher et maintenant on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors pour regarder ça, je vais partir de mon montage que j'ai gardé ici, là, mon proto de POC là, polyphasé, et on va aller regarder différents signaux justement à partir de ce montage en branchant ici des sons. Comme on le voit, hein, c'est un peu le problème. Déjà sur les breadboards, c'est un peu le bordel, mais c'est vrai que quand on rajoute en fait des sondes comme ça fait quelque chose d'assez compliqué. Et souvent, justement, enfin, c'est l'inconvénient de ce genre de montage, c'est que c'est souvent plein de parasites, plein de mauvais contacts. Ce qu'il faut, c'est un peu les mesures. Enfin bon, on va dire, c'est un autre problème. Ici, pour faire ma démo, ça ira bien. Alors, regardons maintenant ce qu'on a sur l'écran. Voilà, bon, je fais du mieux que je peux pour essayer de filmer l'écran au mieux. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de problèmes pour essayer de filmer ça entre les autofocus et tout ça. Donc là, j'essaie une nouvelle technique. J'espère que ça va bien marcher. Donc là, ici, j'ai mon signal de sortie grossi, hein, qui est voilà, bon, il est très pourri, hein, parce que je sais pas, j'ai vraiment mes contacts, mais enfin, on s'en fout, c'est pas tellement ce que je veux montrer. Ce qui est intéressant ici, justement, ça va être de regarder, justement, le côté mix mode. Donc là j'ai la voix 1, je veux dire, analogique de mon oscilloscope. Donc là, je vais passer en mode digital. On voit apparaître, donc, les 8 voix digitales. Alors, la première chose que on va régler quand on fait ce genre de choses, c'est, comme je vous l'ai déjà montré sur l'autre vidéo, c'est de régler le seuil. C'est-à-dire à partir de quelle valeur on va dire que la tension est à 0 ou 1. Donc ici, voilà, on voit qu'il y a des réglages tout faits, hein, TTL, CMOS, hein, là je suis en CMOS, mais sinon on voit que voilà, on peut même faire user, c'est-à-dire qu'on va régler soi-même le seuil. Donc ça, une fois que cela c'est fait, on va regarder quel channel on veut. Ici, il me propose tout, mais d'un autre côté, moi, j'ai branché que les sondes pour l'instant 1 à 4. Donc là, on va pouvoir assez facilement enlever, voilà, ici, les signaux dont on ne veut pas voir. Donc là, en gros, je dis au système, bah voilà, moi, ce que je veux, c'est voir simplement 4 signaux. Ensuite, on va pouvoir regarder ici, en gros, leur importance. Alors, il y a des fois où ça se règle ici, apparemment, ça se règle moins. Enfin, on peut le mettre comme ça. Alors, pourquoi on voit ici ça sous forme de truc blanc? Pourquoi? Parce que les signaux, ils sont très rapides par rapport au signal de sortie. Par contre, on voit que si j'augmente ici le balayage, on les voit beaucoup mieux. Alors, c'est pas très stable. Pourquoi? Parce que là, j'ai tout intérêt à prendre une source de synchro qui est meilleure. Par exemple, le signal ici, D0, c'est l'horloge. J'ai intérêt à prendre ça comme synchronisation. Donc là, on retourne dans un problème de synchro classique. Donc là, je vais choisir dans Trigger, choisir la source, et on voit que dans les sources possibles, eh ben, j'ai, voilà, ici, la possibilité de choisir l'horloge, par exemple. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, alors bien sûr, ça désynchronise ici le signal au-dessus, mais enfin, c'est pas très grave. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est quelque chose de pas très stable. Hein, on a ici des choses qui marchent pas. Mais voilà, dès qu'on va arrêter ici le balayage, on va avoir quelque chose de bien meilleur. Alors pourquoi ici c'est pas bon comme ça? Comme je l'ai dit, hein, il y a plusieurs causes à ça. Hein. D'abord, le signal n'est pas stable, il y a probablement des parasites un peu à droite à gauche. Alors on peut sans doute l'améliorer, mais enfin c'est pas le but ici de la vidéo. Hein. L'idée ici, voilà, c'est de pouvoir dire, voilà, ici on voit, si j'arrête, les différents signaux logiques. Donc on voit bien l'analogique ici, qui pourrait être intéressant de voir en même temps, et ici les différents logiques. Alors qu'est-ce qu'on voit? Un truc qui est très intéressant, c'est que ici, voilà, on voit ici des petits spikes, ici, qui sont pas bons du tout. Alors pourquoi il y a ces spikes? J'en sais rien, mais à mon avis c'est justement lié plutôt à une mauvaise adaptation d'impédance, quelque chose de pas sympa, mais enfin ça explique par exemple pourquoi eh ben, ça marche mal, ça explique pourquoi mon signal ici, il est pas bon. Et voilà, on peut bien sûr agrandir et voir que ce spike, voilà, il dure très peu de temps. Hein.
Ici, pour info, là, je suis à 10 nanosecondes par carreau, donc on voit que il dure à peu près 6 nanosecondes. Mais voilà, ça donne ici des idées. Donc le principe, hein, encore une fois, c'est de pouvoir voir comme ça les signaux logiques en même temps. Alors, une chose aussi qui est intéressante, c'est que ici dans le menu, quand on a plusieurs signaux en même temps, ça peut former ce qu'on appelle un bus. Ici, par exemple, je peux choisir d'afficher le bus. Et là, en fait, qu'est-ce que fait ici l'affichage? Eh ben, c'est que à un moment donné, à chaque fois, il m'affiche ici en hexa la valeur que représente ici le bus à un instant donné. Selon le type de bus, hein, la fonction de décodage de bus va permettre d'afficher ici des valeurs. Si c'était un bus série, je pourrais voir, si c'était un bus CAN ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir, en plus de l'analyse logique pure et dure, ici de pouvoir voir ça. Voilà, je peux le voir ici aussi en binaire. Voilà, par exemple, on peut aussi, voilà, par exemple, on peut aussi choisir de voir ici en binaire. Donc, à chaque fois que les signaux ici sont stables, et ben, il affiche ici le truc, sachant que là, pareil, on peut aussi choisir ce qu'on affiche ou pas. Donc là, par exemple, je vais afficher que sur 4 bits. Voilà. Ce qui est quand même plus lisible. Donc voilà, ici, par exemple, bah, je vais voir à chaque fois les valeurs binaires. Ici, rappelez-vous, hein, sur ma première vidéo sur l'analyseur logique, on pouvait aussi voir ce genre de choses. Voilà, c'est exactement pareil. En fait, hein, on peut voir ça ici assez facilement, à condition bien sûr d'être assez ici agrandi. Ici, j'ai augmenté un petit peu la fréquence et j'ai mis donc toujours l'entrée analogique sur le même signal qu'ici que des zéros, hein, qui est ici l'horloge. Et alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que si on les superpose, voilà, on voit bien ici que bah, c'est le même signal, mais on voit bien ici la différence entre le mode analogique, hein, où on voit bien ici bah, toutes les variations, tous les petits parasites, là ici un overshot, un truc comme ça, alors qu'ici, bah, en fait, le système, lui, il a considéré que quand le signal était au-dessus du threshold, c'était un 1, ou en dessous, c'était 0. Donc on a toujours des choses de propres. En mode analyse logique, hein, bien sûr, hein, on a toujours des signaux super propres. Hein, pour ça, il y a... Il n'y a pas photo. Donc voilà ici pour cette petite démo vite faite. Hein, où voilà, par exemple, là si j'ai énormément baissé la fréquence, hein, pas pareil, on voit bien ici la variation du système et ici les signaux logiques qui vont avec. Alors quelque chose qui est très intéressant justement, c'est de se dire, tiens, par exemple, on voit qu'il y a des parasites ici dans le système, est-ce qu'on peut les expliquer? Est-ce qu'il y a un rapport entre ces parasites, par exemple, et les signaux logiques? Ici, par exemple, hein, si on grossit encore, voilà, on voit quand même, tiens, que ces parasites, que bizarrement, ils correspondent bien ici à des variations d'état, et pas toujours. Hein, donc ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai aussi. Hein, ces petits parasites-là, c'est ce qu'on appelle des glitches. Et ici, là, typiquement, ils sont dus au fait que, eh ben, vu que c'est un compteur Mohs qui est relativement lent, quand il change d'état, comme la mémoire est rapide, eh ben, elle décode ici, elle a le temps de décoder des états en fait qui sont incorrects, hein, parce que je veux dire, il est entre deux chiffres. Et ici, c'est ça qui va provoquer ces parasites. Donc voilà, on voit ici que ça peut être très intéressant d'avoir ce mélange entre un analogique ici et du numérique. Bien, donc voilà pour cette rapide petite présentation des MSO. J'y reviendrai certainement. Et je ferai aussi dans un futur épisode une autre présentation, justement celle des petits analyseurs logiques qui, eux, sont séparés. Sachant que bah, voilà, dans chaque mode, il y a des avantages et des inconvénients. Les MSO ont quand même cet énorme avantage de pouvoir en effet tout voir en même temps. Et dans certains cas, c'est vraiment une aide sympa. Maintenant, ça coûte relativement cher, faut être honnête. Surtout sur le Keysight, hein, honnêtement, la sonde là est quand même sans doute très performante et de très bonne qualité. Il n'y a pas photo, mais voilà, elle est quand même pas donnée. Enfin, donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que tu dis, Maurice? Maurice, tu as faim, tu as faim, tu as faim. Ben oui, mais c'est pas l'heure de manger. Ah bah oui, c'est à cause du changement d'heure. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure.
Alors, tiens, bah, va plutôt m'aider à ranger tout le bordel. Parlant de bordel, alors là, je crois que j'ai encore atteint un summum. Et surtout, là, je crois que j'ai attaqué encore plein de trucs à la fois. Ça, je crois que c'est vraiment le truc le plus mortel d'avoir comme ça plein de trucs démarrés et puis on en démarre d'autres et ça finit pas. Donc là, je vais quand même essayer de finir là parce que j'y suis presque, hein, et je vous montrerai là mon CP0077. Après, je vais fixer le laser sur la CNC et après attaquer d'autres trucs et surtout là aujourd'hui ranger tout ce bazar là. En plus, on m'a donné du matériel donc je sais plus où le mettre. Enfin bon, c'est vraiment pas évident. Enfin, voilà, donc bah, profitez bien de ce week-end un petit peu décalé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.